aux parlementaires ainsi que des chefs de parti. Mathieu, quel est l'objectif d'Emmanuel Macron? Que cherche-t-il à faire en convoquant les chefs de parti? Je pense qu'en écartant la candidature de Lucie Castet à Matignon, le président de la République ne s'est laissé que deux options. La première, c'est, et je pense c'est celle à laquelle il pense, mais il sait qu'il n'y arrivera pas, c'est de former ce qu'on appelle un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire un gouvernement qui, face à l'urgence d'une crise, d'une situation soit internationale majeure, type Première Guerre mondiale 1914, ou soit face à un intérêt supérieur du pays supposé, tel que la reconstruction du pays en 1946, on décide, les forces politiques décident de s'associer dans un gouvernement d'union nationale. Mais cela suppose la participation de toutes les forces politiques, c'est-à-dire de la France insoumise jusqu'au Rassemblement national. On ne fait pas un gouvernement d'union nationale avec uniquement les forces centristes de centre-droit, centre-centre, on va dire, et centre-gauche. Donc ça, c'est la première chose à laquelle il pense. C'est pour ça qu'il convie tous les partis politiques, et ce qui permettra de mettre la pression non pas sur lui, mais sur les partis politiques en disant si ces partis-là refusent de participer à un gouvernement d'union nationale, c'est de leur fait et c'est eux qui ne veulent pas l'intérêt du bien du pays. Ensuite, le deuxième objectif qu'il se fixe, c'est de former ce qu'on appelle un gouvernement technique. Nos amis italiens ont vécu cette situation-là en 2011 et 2018 avec Mario Monti, Mario Draghi. Notamment en 2018, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, le pays était dans une situation ingouvernable, justement, après un échec du gouvernement d'union nationale. Et donc, vous mettez un super haut fonctionnaire, une personnalité de la société civile, mais qui ne soit pas politique. Lucie Castet n'est pas du tout éligible au poste de Premier ministre d'un gouvernement technique. Et vous gérez les affaires courantes de la nation et vous gérez avec des projets consensuels, avec des majorités à l'Assemblée nationale. Parce qu'aujourd'hui, cette coalition, elle est au point mort. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer sur cette coalition. Sur la coalition, effectivement, une coalition donc, qui irait du centre-gauche au centre-droit, une coalition sur le modèle du Parlement européen. Cette coalition-là est très peu et difficile à envisager. C'est celle qui, aujourd'hui, présente l'avantage d'avoir d'être la seule coalition qui est capable d'avoir entre 250 et 270 députés aujourd'hui. La difficulté, toujours pas la majorité absolue. Toujours pas la majorité absolue, mais une majorité relative suffisamment forte pour pouvoir faire passer des textes et être dans la situation dans laquelle Emmanuel Macron était en 2022. La difficulté qu'a une coalition de cette nature-là au Parlement français, à l'Assemblée nationale, c'est d'une part qu'il faut être capable de mettre d'accord le Parti socialiste qui est prisonnier du nouveau Front populaire, qui est prisonnier de la France insoumise, et il faut les mettre d'accord avec les Républicains, la droite républicaine. Or, ces deux factions-là n'ont pas nécessairement envie de participer à un gouvernement avec les macronistes qui, je veux quand même rappeler cela, et Emmanuel Macron ne doit pas commettre le déni de réalité dans lequel il est, c'est-à-dire la majorité présidentielle ne peut pas être en capacité de dominer ce bloc-là, puisqu'elle a subi 3 revers électoraux successifs, les pires claques électorales enregistrées par un parti présidentiel lors d'élections européennes notamment. Alain Bensoussan, Emmanuel Macron a donc vite écarté la possibilité de nommer Lucie Castet à Matignon, qui est donc la candidate du nouveau Front populaire. Il a finalement décidé de la recevoir lors de ces discussions. Il ne peut pas changer d'avis quand même, le chef de l'État. À Matignon. Oui, tout à fait. Non, le nouveau Front populaire est en inadéquation totale avec la situation politique et les attentes des Français. C'est ça la difficulté qu'ils ont. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, quand vous regardez les priorités du nouveau Front populaire, elles sont totalement antinomiques avec la situation. La première priorité du nouveau Front populaire, c'est justement de relancer la consommation et relancer la croissance économique par la consommation, par un programme d'investissement keynésien que l'on connaît, qu'on a pratiqué sous François Mitterrand en 1981, sous Lionel Jospin notamment, ou même sous François Hollande en 2012, avec une augmentation très forte de la fiscalité. Or, aujourd'hui, comment vous pouvez justifier ce type de propositions alors que la France est entrée dans une procédure de déficit excessif imposée par l'Union européenne. Donc ça, c'est le premier élément, antinomique avec cette priorité-là. Le deuxième point qui fait que le nouveau Front populaire est antinomique avec les attentes des Français, c'est que sur l'ensemble des sujets clés, immigration, insécurité, etc., même politique écologique, politique agricole, politique industrielle, on pourrait démultiplier les exemples, ils sont en contradiction avec ce que veulent les Français qui veulent soit plus d'ordre, soit plus mettre fin à l'écologie punitive ou mettre fin à ce qu'on appelle la France de l'assistanat. Et donc, eux sont sur un logiciel qui est complètement antagonique. Ensuite, après, sur la question plus politique, Lucie Castet et ses amis du nouveau Front populaire font face à 2 difficultés. La première difficulté, c'est qu'on est dans une situation qui est ingouvernable. Donc il faut absolument élargir
votre bloc. Le Nouveau Front populaire ne peut pas gouverner seul. Or, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils gouverneraient avec le programme et uniquement le programme. Donc, ça impose un problème justement pour chercher des alliances au Parlement. D'autant plus... Enfin, Lucie Castet, elle a dit récemment que, par exemple, le SMIC à 1 600 €, elle pouvait faire l'impasse. Ah oui, bah après, voilà, donc il faut assumer des renoncements. Mais quand on entend Marine Tondelier qui explique que... Ce qui était une des mesures phares du programme économique du Nouveau Front populaire. Et qui, en plus, voulait la faire passer par décret. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est complètement antidémocratique par rapport à la pratique du pouvoir qu'incarnait Emmanuel Macron, dont il disait déjà que gouverner par décret ou gouverner justement par 49.3, c'était quelque chose qui était impossible. Donc tout ça pour dire que la situation politique aujourd'hui nécessite des alliances. Or, quand vous avez Lucie Castet qui s'adresse qu'à une certaine partie du spectre politique et qui exclut le Rassemblement national, alors même que le Rassemblement national est le groupe qui peut voter le plus de textes du Nouveau Front populaire, ça pose un problème de gouvernabilité pour le Nouveau Front populaire. Allez, dans le reste de l'actualité, ce matin, un nouveau projet d'accord pour une trêve dans la... Et je crois qu'on va vers cette situation. Et cette solution à 2 États pourrait permettre d'apaiser la situation ? Elle devrait permettre en tout cas de pouvoir amener dans ce lieu, dans cette zone-là, une situation de paix. Oui, je pense vraiment qu'aujourd'hui, le monde de demain est en train de se construire sur cette idée. Les autorités américaines, elles n'en finissent plus d'être optimistes, et pourtant cet accord, on n'en finit pas de l'attendre. Oui, alors sur la question de l'accord, il faut voir par rapport aux différentes parties prenantes de cet accord qui y a intérêt et qui n'y a pas intérêt, ou en tout cas qui le veut et qui ne le veut pas. Et la réalité, quand on regarde le rapport de force, parce qu'un accord de paix ou un accord, ou même juste une trêve, c'est un accord qui s'impose par le rapport de force. Donc c'est le rapport de force qui dicte si vous avez un accord ou pas. Donc il faut regarder point par point quels sont les acteurs qui sont en position de force et quels sont ceux qui sont en position de faiblesse. Quand vous regardez les grandes puissances du monde, c'est-à-dire les États-Unis, mais également la Chine, qui est très importante. Et c'est pour ça d'ailleurs, pour compléter ce qui a été dit, la position de la Chine fait que l'accord est de plus en plus possible, parce que la Chine a réuni depuis le début de l'année les différentes autorités palestiniennes, notamment le Fatah et le Hamas, parce que la question que pose toujours Israël, c'est on peut faire un accord, ok, mais avec quelle partie qui représente la Palestine. Donc ça, c'est le Hamas qui dit d'ailleurs rejeter les nouvelles conditions qui ont été imposées par Israël. Exactement. Et donc je vais venir assez rapidement. Vous regardez l'ensemble des acteurs. Donc Chine, États-Unis y ont intérêt, les puissances de la région, que ce soit l'Iran ou l'Arabie Saoudite, les pétromonarchies et l'Égypte y ont aussi également intérêt. Israël y a un intérêt parce que Israël doit éviter ce qu'on appelle la régionalisation du conflit et la multiplication des fronts avec un front nord au sud et à l'est. Le seul qui a intérêt à ne pas signer d'accord, c'est le Hamas, parce que le Hamas est en train de perdre la guerre et veut provoquer un rapport de force, veut changer le rapport de force au niveau local et donc justement faire J'aimerais à présent qu'on écoute le ministre. Cette solution, c'est plutôt d'engager les parents que les enfants à ce niveau-là dans un interdit qui sera que momentané. Mathieu, un couvre-feu pour les mineurs. Alors, le premier quand même élément qu'il faut noter, c'est que la violence se juvénilise de plus en plus. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde notamment le parallèle qu'on fait entre les émeutes de 2005 et de 2023, qui sont des moments d'ultra-violence, on n'est même pas sur de la délinquance de quotidien, on est sur des moments d'ultra-violence, on voit une augmentation de la proportion de jeunes, notamment de mineurs, interpellés dans le cadre des émeutes. En 2005, on était autour de 20-25%. En 2023, on est au-dessus de 50%. Donc les jeunes sont de plus en plus violents. La difficulté qu'a cette mesure du couvre-feu, qui je pense est une mesure de bon sens, c'est qu'en fait la réalité, c'est qu'elle ne fait que pallier le manque d'éducation des parents. Et c'est donc plutôt vers les parents qu'il faut s'adresser et qu'il faut aller chercher. Vous partagez ce que vient de dire Alain Bensoussan, ça passe d'abord par les parents et l'éducation. Par les parents et l'éducation. Et là-dessus, il y a des leviers. Est-ce que c'est une mesure qui peut aider les parents à lutter contre cette délinquance? Par contre, effectivement, dans certains territoires, ça a du sens, exactement. Notamment dans ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville, les 1515 quartiers prioritaires de la ville, ce qu'on appelle les territoires perdus de la République d'une autre façon. C'est tout à fait possible, puisqu'on a un défaut d'autorité parentale et un désengagement parfois de l'autorité parentale. Et donc ça peut être une première mesure avant des mesures plus fortes, notamment des mesures de sanctions financières des parents dont les enfants, les mineurs, seraient multirécidivistes, qui seraient des mesures qui, justement, permettraient de prévenir la délinquance des mineurs. Ensuite, après, il faut un autre élément qui est important, c'est de revenir sur le droit des mineurs. Mais ça, c'est un autre sujet. Parce que vous avez raison, je reviens sur ce que vous avez dit, on fait face à une ultra-violence des mineurs. Je pense à... Pourquoi pas, finalement, pourquoi utiliser ce format? Quel est l'intérêt d'envoyer des lettres? Est-ce que les paroles s'envolent et les écrits restent, finalement? C'est exactement ça, d'une certaine façon. Je pense que l'intérêt, il est double pour un responsable politique.
On se plaint beaucoup, et à raison, je pense, de la baisse de niveau des responsables politiques. Il suffit de regarder les débats dans les années 70-80 et les débats tels qu'ils sont aujourd'hui. Et donc, effectivement, le fait d'écrire une lettre, donc de s'inspirer finalement du premier qui l'a fait à la grandeur nature, c'est François Mitterrand en 1988, ça a été rappelé dans votre reportage. Oui. C'est justement pour une personnalité politique de pouvoir prendre de la hauteur, poser un certain nombre de sujets, émettre ses priorités, sa grande vision de l'avenir du pays et donc effectivement prendre de la hauteur vis-à-vis de l'opinion publique. Ça, c'est le premier élément. Mais surtout, le deuxième point, c'est un outil tactique politique. C'est-à-dire que justement, cela permet de faire passer des messages qui vont rester durablement dans le temps, notamment des propositions d'accord ou justement de ne pas participer à certains accords. Dans la situation politique actuelle qui est très instable, marquée par une instabilité parlementaire et à l'exécutif, et au niveau de l'exécutif, ça permet justement de prendre date avec les électeurs. Alors Bensoussan, ces lettres, finalement, est-ce qu'elles ne prennent pas la forme de communiqué de presse, tout simplement ? Je crois, oui. Cette lettre, c'est en fait une contre-communication. Certains auraient été sur X, d'autres sur réseaux sociaux. On revient à une sorte de classique de positionnement. Cette lettre, c'est la façon de remplir une absence. Mais ce qui est intéressant, c'est que la lettre, comme le papier, a encore de la densité, et c'est cette densité historique qui existe encore, plus pour longtemps. C'est cette densité historique qu'on veut marquer par la lettre, plutôt que par les réseaux sociaux. Ces lettres, une dernière réaction peut-être, Mathieu, que c'est aussi un moyen de se positionner et de pouvoir se référer à cette lettre finalement en cas d'attaque d'autres parties, d'avoir une trace écrite finalement. Exactement, c'est ce que je disais. C'est que ça permet, par exemple, vous avez le nouveau Front populaire qui veut émettre ses priorités et qui va écrire dans sa lettre les grandes priorités du nouveau Front populaire, donc essayer de prendre de la hauteur en disant l'avenir du pays est menacé par l'ultralibéralisme ou par je ne sais quelle autre problématique ou par justement le refus et le déni climatique de l'administration et du gouvernement d'un point de vue plus global. Et donc, les priorités du Nouveau Front populaire sont celles-ci. Et si un candidat du Nouveau Front populaire arrive à Matignon avec Emmanuel Macron à l'Élysée, si par cas il y a un problème en termes de communication, et bien, exactement, ils ont dit, nous on avait une preuve, on a dit, depuis le début on s'est engagé pour cette politique-là, on ne changera pas. Et donc ça peut permettre d'avoir un moyen de pression. Se justifier, d'être crédible. Exactement. On va parler de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. À présent, l'Ukraine dit poursuivre son avancée dans la région russe de Koursk, Mathieu. Chose franchement, ce matin, si Lucie Castet est proposée à Matignon, la motion de censure, elle serait immédiate. Ça dépend. En fait, ça dépend. C'est le cas si c'est un gouvernement Nouveau Front populaire. Si Lucie Castet est nommée à la suite des discussions entre les chefs de parti, c'est qu'il y a une seule option possible, c'est qu'il y a un accord de gouvernement entre la gauche, le Nouveau Front populaire, et les macronistes. Et dans ces cas-là, effectivement, il est possible d'avoir un gouvernement qui puisse échapper à une motion de censure. C'est la seule option aujourd'hui crédible qui expliquerait pourquoi Emmanuel Macron nomme Lucie Castet. Après, est-ce que c'est le meilleur profil pour incarner une alliance entre la gauche et les macronistes? La réalité est plutôt non, puisque un profil plutôt issu en ancien socialiste, plutôt un profil un peu plus expérimenté, type Bernard Cazeneuve, ce type de profil-là. Ils sont des noms connus, ce qui n'était pas le cas de Lucie Castet. Ils sont des noms connus, qui sont des politiques, parce qu'aussi, il va falloir faire de la politique au Parlement, il va falloir aller chercher et construire des accords politiques projet par projet. Donc même si vous avez quand même une alliance aujourd'hui qui irait des macronistes jusqu'au Nouveau Front populaire, vous avez quand même besoin d'être certain que cette alliance-là puisse être déjà être durable. Donc il faut tenir la majorité de bout en bout et ne pas se retrouver comme François Hollande avec des frondeurs qui seraient à la France insoumise. Ça, c'est le premier élément. Et puis ensuite, il va falloir aussi tenir ce bloc macroniste et éviter que certains partent vers Laurent Wauquiez notamment. Donc, si Lucie Castet est nommée à la suite de ces discussions, c'est qu'il y a une alliance qui aurait du sens, puisque d'un point de vue électoral, les macronistes et la gauche ont été élus sur la même idée politique, le barrage républicain contre le Rassemblement national. Jonathan Devers, vous pensez aussi que Lucie Castet pourrait échapper à cette motion de censure ? Je ne suis pas certain. Parce que il me semble que la situation en Cisjordanie est explosive actuellement. Depuis le 7 octobre notamment, on assiste à une recrudescence des violences, que ce soit à l'encontre des Cisjordaniens, et donc des Palestiniens cisjordaniens, oui, et à l'encontre aussi également des colons israéliens. On a, je crois, plus de 600 morts, je crois. C'est un chiffre qui est exceptionnellement haut par rapport à l'historique en Cisjordanie. Non, la question que pose la situation aujourd'hui en Cisjordanie, notamment en termes de continuité territoriale, c'est quelles peuvent être les possibilités de résolution du conflit, et notamment de création d'un État
palestinien. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'il faut une solution à 2 États... C'est toujours la question qui revient, cette solution à 2 États. Mais exactement, est-ce qu'on le fait dans la bande, uniquement avec la bande de Gaza, ou est-ce qu'on le fait également en constituant avec la Cisjordanie? Idéalement, il faudrait les deux, mais aujourd'hui, la Cisjordanie n'est pas un territoire qui peut être aujourd'hui administré par un État. Aujourd'hui, il n'y a finalement qu'un seul État. Quand on regarde, on va dire, sur le territoire de ce qu'on appelle la Palestine mandataire, il y a un territoire, 14 millions de personnes, 7 millions de juifs, 7 millions d'arabes, dont 2 millions qui vivent en Israël actuellement. Une seule monnaie, une seule armée pour défendre ce territoire et peu de frontières intérieures. Et donc aujourd'hui, la situation de la Cisjordanie pose le problème pour pouvoir créer un État palestinien. Très courte réaction, Nathan Devers. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en un sens, la Cisjordanie est le véritable centre de gravité du conflit israélo-palestinien. Les médias sont essentiellement concentrés sur Gaza. Je ne parle pas seulement depuis le 7 octobre, de manière générale, et ils ont raison. Un véritable sujet quand même. Et voilà, je ne suis pas tout à fait d'accord sur un point, c'est que je pense que justement, en termes de politique publique, la mesure cardinale clé, c'est l'efficacité des politiques publiques. Tout simplement parce qu'en fait, la crise de représentation, la crise démocratique que nous subissons, on va dire, depuis un certain nombre d'années, elle repose principalement sur l'absence de résultats en termes de politique publique, l'absence d'effets de politique publique, et sur cette notion clé qui est l'impuissance des politiques publiques. Et dès lors qu'il y a trop d'impuissance dans la manière de concevoir et de réaliser, de mettre en œuvre les politiques publiques, les gens se disent les politiques ne peuvent plus changer notre vie, ne peuvent plus changer notre avenir collectif, et donc de fait, cela génère de l'abstention et de la défiance à l'encontre des responsables politiques, et notamment à l'encontre de l'administration qui est en charge de mettre en œuvre des politiques publiques. Ensuite, après, s'agissant du couvre-feu sur les mineurs, en général, ce sont des couvre-feux qui sont temporaires et qui sont restreints à des populations en dessous de 13 ans en général, parfois 15 ans. Cette mesure-là, elle n'a pas d'intérêt au niveau national, puisque toutes les situations ne sont pas comparables. En revanche, dans certains territoires, elles peuvent être tout à fait pertinentes dans la mesure où elles se substituent à ce qu'on appelle aux parents démissionnaires. Dès lors que c'est une réalité aujourd'hui qui est trop peu souligné, je trouve, c'est que vous avez dans un certain nombre de quartiers, de territoires dans notre société où les parents n'arrivent plus ou ont démissionné de fait, ou ne sont vraiment plus en capacité de pouvoir assurer l'éducation, sauf que l'État ne peut pas forcément arriver en substitut de l'éducation. L'école n'est pas forcément le lieu pour faire l'éducation des enfants. Ça restera dans tous les cas, dans un premier temps, là et les familles. Donc, pour justement pallier cela, il faut que l'État puisse prendre des mesures qui soient des mesures temporaires, qui font réellement baisser l'insécurité. On le voit effectivement dans la ville de Nice, d'autant plus que malheureusement, et fort malheureusement, la délinquance juvénile se démultiplie, chiffre à l'appui. Dans les émeutes urbaines de 2005, il y avait entre 20 et 25% de mineurs interpellés. En 2023, il y en a plus de 50%. Et si par cas il y a de nouvelles émeutes, on peut redouter qu'il y ait encore plus de jeunes impliqués. C'est vrai ce que dit Mathieu, il y a quand même une ultra-violence chez les mineurs. Dernièrement, Nathan Devers, je pense par exemple à un adolescent de 15 ans qui a été mis en examen pour tentative d'assassinat 15 ans après l'agression d'un couple de boulangers. Ça s'est passé dans l'Hérault. Oui, on le constate, c'est des faits marquants. Non, mais bien sûr. Et puis, oui, la dimension symbolique, elle est toute trouvée pour les politiques. C'est de dire, d'utiliser cet outil qui permet justement, à la différence des tweets ou à la différence des communiqués de presse, c'est un outil qui permet de prendre du recul, de prendre un peu de distance vis-à-vis du tempo médiatico-politique et de pouvoir proposer des idées fortes, de revenir sur sa vision de la société et sur sa doctrine politique et en quelque sorte justement prendre de la hauteur sur les sujets pour pouvoir incarner ce que les Français attendent, c'est-à-dire une classe politique, une classe dirigeante qui soit à la hauteur des enjeux et qui soit à la hauteur des sujets. Et ce qui est aujourd'hui n'est vraisemblablement pas le cas, puisque quand on regarde les enquêtes d'opinion, on voit que les responsables politiques font partie des acteurs de la vie du débat public, qui sont parmi les plus qui emportent le moins de confiance de la part des Français. On est à moins de 20% pour les responsables politiques notamment. Alors on va parler